Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'oxygène dont manquent les malades du coronavirus est un symptôme identique à celui des entreprises dont l'ère financier se raréfie avec un marché qui se contracte sous la conjonction de plusieurs crises, disait Célestin Tawamba, le président du JICAM, lors d'un échange par visioconférence hier avec le Premier ministre Chief Dr Joseph John Kouté, n'a pas manqué de rappeler que les chiffres de l'enquête sur l'impact de la pandémie sur les entreprises sont alarmants et exigent l'intervention dans l'urgence de l'État du Cameroun. Selon cette deuxième enquête, 97% des entreprises sont négativement impactées par la pandémie. Le JICAM estime à près de 3 139 milliards de francs CFA de baisse de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Le patron des patrons camerounais suggère la suspension jusqu'en fin 2020 des contrôles fiscaux, douaniers et même de la CNPS. Il souhaite également un aménagement des règles de provision de la COBAC afin de permettre aux banques d'accorder des reports d'échéance de paiement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information, suivie quelque temps après par le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite, le fait du jour. Relance économique en temps de Covid, les patrons parlent au gouvernement. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau des politiques et des hommes qui maîtrisent le domaine de l'économie. Bonsoir, Linus Fogab. Bienvenue sur le plateau une fois, hein, la première fois. Merci. Ça, tu étais via Skype. Ouais. Voilà, bienvenue. Merci mon très cher frère Serge Alain. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je voudrais dire un bonsoir particulier au président directeur de cette chaîne et dire toute mon admiration face à ce travail immense qu'il abat au quotidien. Je voudrais aussi dire un bonsoir à tous les journalistes d'Equinox Soir et réitérer que vous faites un travail énorme, immense, et c'est la fierté du Cameroun. Voilà. J'ai voulu dire Linus encore. Léopold Chenjo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vous, millions de téléspectateurs du Parlement. Oui. Et je voudrais déjà une fois de plus te remercier de l'honneur que tu me fais en me conviant à cette émission qui est devenue finalement, si ce n'est la plus regardée de la médiasphère camerounaise. Voilà. Léopold Chenjo. À côté de vous, André Luther Meka. Bonsoir André. Bonsoir. Monsieur le directeur. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ça commençait déjà à me manquer un peu cette émission. Je suis toujours très fier de renouer avec le débat citoyen, le débat patriotique. Merci aussi d'avoir invité le RDPC que je représente modestement, le Parti du Rassemblement, de la démocratie, mais aussi de l'intégrité territoriale. Voilà. André Luther Meka, il va défendre les couleurs, il vous l'a dit, hein, du Rassemblement démocratique ce soir. Linus, dites-moi, ça fait un peu trop, non? Il y a la crise dans le Nozo, le JICAM a fait une sortie pour dire que ça impacte véritablement sur les chiffres d'affaires. Maintenant, il y a la pandémie qui s'ajoute. Non, Serge Alain, il faut dire que c'est une lapalissade que de dire que la crise du Covid-19 impacte sur les économies. Il faut rappeler qu'au départ, c'était une crise sanitaire, mais qui au fil du temps a se déverser, s'il faut le dire ainsi, sur le terrain de l'économie. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Cameroun qui en souffre, je pense que c'est tout le monde entier. Et en l'occurrence, les économies africaines, puisqu'il faut dire ici qu'elles sont véritablement impactées du fait de leur dépendance à outrance de l'extérieur. Et donc, le Cameroun ne fait pas exception. C'est pour ça que vous avez vu la sortie du président du JICAM, M. Célestin Tawamba, qui pratiquement tire la sonnette d'alarme pour dire que, bon, voilà,
nous sommes pratiquement au sol et exhorte le gouvernement de revoir un certain nombre de mesures sur le plan fiscal. Il a cité un certain nombre de mesures. Et donc, c'est pratiquement le débat qui se fait en ce moment, que ce soit au Cameroun et même dans d'autres pays. Et je pense que cela mérite un regard particulier. Cela mérite de revisiter l'économie camerounaise de manière générale, de revoir un certain nombre de choses. Ok. À côté de vous, il nous a rejoint Emmanuel Kounié. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et merci d'inviter le MRC sur ce plateau. Je suis très heureux d'être là. Oui. J'allais même dire votre domaine, hein, j'allais dire bonne année. Non. Donc, vous n'allez pas tenir le même discours qu'André Luther. Voilà, vous êtes là, ça coïncide avec le domaine qui est le vôtre, l'économie. Je vous pose la même question. Il y a eu, on va pas mettre Boko Haram, mais il y a quand même le Nozo qui perdure. Il y a aujourd'hui la crise sanitaire. Forcément, les entreprises ont des problèmes en ce moment-ci. Oui, les entreprises ont des problèmes. Ce n'est pas que les entreprises qui ont des problèmes. Et comme m'a dit mon prédécesseur, c'est l'économie mondiale c'est-à-dire qu'il y a une récession mondiale, il y a un affaissement de la richesse mondiale. Et dans cette situation, tout le monde a des problèmes. Mais maintenant, le problème, c'est comment en sortir, comment est-ce que les gens s'organisent pour en sortir. Donc, il n'est pas question de dire qu'on a... À votre avis, est-ce que jusque-là, le gouvernement s'organise bien pour emprunter à votre expression? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, étant donné que les frontières sont fermées partout et que nous sommes dans une situation un peu difficile où nous nous sommes rendus compte qu'avant le Covid-19, les trois premiers mois de 2020, nous avons importé du poisson pour 38 milliards, du riz pour 32 milliards, du blé pour 41 milliards, du maïs pour 300 millions, du sucre pour 3 milliards et de l'huile de palme pour 6 milliards. Je laisse les centimes. Il est question justement qu'on puisse réfléchir pour voir, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de consommer les derniers éléments du stock. Et très rapidement, dans un très court terme, si nous ne pouvons pas trouver des mécanismes pour avoir, n'est-ce pas, des produits de substitution, on va avoir des problèmes si la crise sanitaire perdure, parce que personne ne sait quand elle va s'achever. Donc il faut anticiper dès maintenant pour pouvoir travailler sur le Made in Cameroun, sur le label Cameroun, pour voir comment on va faire pour que certains produits puissent se substituer à ces produits que nous importons, ou que certains produits que nous importons, qui sont des produits qui peuvent être produits, si je peux me permettre la tautologie, qui peuvent être produits par les industries camerounaises, qu'on puisse, n'est-ce pas, soutenir ces industries pour qu'elles puissent engager cette production. Par exemple, le lait, le sucre, le poisson et tout ça, nous pouvons y aller. Donc, je ne vois pas, le GICAM a posé un problème fiscal, etc., pour soutenir les entreprises. Mais le GICAM est dans ce rôle. Mais le problème n'est pas un problème des entreprises du GICAM. Le problème, ça c'est un aspect. Et ça concerne le GICAM. Et le GICAM défend là son entreprise et ses intérêts. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont déjà licencié près de 14 000 employés. C'est-à-dire que les entreprises camerounaises. Et que l'État doit également, pas seulement regarder le GICAM, mais regarder les autres aspects qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de faire une vraie riposte économique à cette crise. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a des actions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de promouvoir le Made in Cameroun dans certains secteurs pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, le moment venu, de ne pas nous retrouver dans une situation de crise gravissime alimentaire qui pourrait, n'est-ce pas, amener une révolte populaire. Voilà. André Luther Meka, le 30 avril dernier, on va un peu s'intéresser à la méthode. John Gouté, le 30 avril dernier, il annonçait un ensemble de mesures, assouplissement. Voilà. Et aujourd'hui, il y a eu cette rencontre par visioconférence avec le président du GICAM. La semaine dernière, ils s'étaient déjà rencontrés. Le GICAM semble toujours demander un peu plus à l'État du Cameroun. Oui, comme disait M. Emmanuel Kounié, les entreprises sont des capitalistes, donc ils sont dans leur rôle de pouvoir attirer l'attention de l'État pour les accompagner. Vous savez, lorsqu'on investit et qu'on a de l'aide, ça fait toujours du bien. Je venais de suivre M. Emmanuel Kounié qui apporte comme solution, n'est-ce pas, le fait de consommer camerounais et de faire une production camerounaise. Au-delà, n'est-ce pas,
des importations. C'est une voie, mais il faut savoir il faut le dire clairement, c'est-à-dire que lorsque vous avez les chiffres de l'Institut national de statistique, 60% du niveau de vie des Camerounais est dégradé et 60% des Camerounais indiquent une baisse de salaire. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème. Donc, la COVID-19 a affaibli le niveau de production et le niveau de distribution. Et à cela, je crois que la conscience de l'État s'est démontrée par les mesures qui ont été prises, notamment les exonérations de l'impôt libératoire, que vous connaissez très bien, notamment l'exonération des taxes communales, droit de place sur les marchés, et le soutien d'une enveloppe de près de 25 milliards sur les crédits de TVA en attente de remboursement. Donc, l'État du Cameroun a apporté une solution. Mais également, il y a d'autres solutions qui peuvent être apportées. Il ne s'agit pas seulement, comme pensent les entrepreneurs, de venir leur donner de l'argent ou de sortir, n'est-ce pas, des sommes de la finance, des finances, parce qu'il faut savoir que nous vivons des situations très difficiles. D'abord avec les crises sociopolitiques que vous connaissez. Donc, il est important aujourd'hui, s'il faille chercher des solutions, d'abord de faire en sorte qu'il y ait une facilité d'accès au crédit. Et cette facilité d'accès au crédit doit notamment travailler sur le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, la baisse du coût d'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt doit être extrêmement moins cher. Et il faudrait également qu'on puisse, dans un autre cadre, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse solder la dette intérieure. En soldant la dette intérieure, cela peut également booster les PME. Donc ce sont des pistes qui peuvent, n'est-ce pas, être faites pour pouvoir accompagner les entreprises. Et là encore, il faudrait qu'il y ait des échéances parce que, comme vous le savez, les crises sociopolitiques ont beaucoup, n'est-ce pas, diminué la capacité, la trésorerie camerounaise. Voilà, le prochain jour, cette sortie, cette haute sortie, la rencontre entre le président du JICAM et le Premier ministre, ça prouve que, comme je l'ai dit, les entreprises, Célestin Tawamba, demandent à l'État de faire toujours un peu plus. Il a même pris une image, l'oxygène. Il faut de l'oxygène aux entreprises. Oui, Serge Alain, je suis embêté qu'on revienne toujours sur le même sujet parce qu'on a comme l'impression qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Bon, il y a une partie qui est défaillante. Voyez-vous, au plus fort de la crise dans le septentrion, oui. C'est le même discours que tenait le mouvement, le secteur privé, on est asphyxié. Après, il y a eu le NOZO, oui. C'est le même discours. Maintenant, la Covid, c'est pratiquement le même discours. Et chaque fois, lorsque ce discours est restypé, il y a toujours des espèces de saupoudrage en termes de solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pratiquement à la case de départ. Parce que si vous rentrez dans les revendications du patronat, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est pratiquement les mêmes choses tous les jours. Le président Tawamba régulièrement parle d'une fiscalité et développement. Depuis son accession à la présidence du JICAM, oui. C'est le même discours qui revient. 2 ans, 3 ans après, il est toujours sur le même discours. Et cette fois-ci, il ne parle même plus de la pression fiscale, mais le JICAM exige des échéanciers de contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'on a d'un côté... Il parle de la suspension des contrôles jusqu'à fin 2020. Oui, mais sauf que la question de la fiscalité des entreprises au Cameroun reste, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas y apporter une solution une fois ? Parce que c'est de ça qu'il est question. On tourne, on dit la même chose, on tourne, on dit la même chose. Lutin Meka a évoqué un certain nombre de pistes de sortie, la dette interne, l'appurement à la dette interne. Je prends ne serait-ce que le cas de l'appurement à la dette interne. Pour apurer la dette, il faut avoir les moyens. L'État doit avoir les moyens pour apurer. Et ces moyens sortent d'où ? De la fiscalité des entreprises. Mais si les conditions ne sont pas réunies pour que les entreprises payent la fiscalité, on va toujours se retrouver dans ce cercle infernal. Donc moi, je pense qu'en réalité, pour revenir à la réponse, pour donner une réponse à votre question, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore posé un vrai acte pour résoudre le problème du secteur privé au Cameroun. Voilà pourquoi est-ce qu'on se retrouve toujours dans les mêmes revendications. Voilà, Linus Fogap, vous pensez, comme demande le président du JICAM, suspension des contrôles financiers jusqu'en 2020. Les contrôles fiscaux, douaniers, même la CNPS
jusqu'en 2020? Non, je pense ça que peut marcher. Je pense modestement que c'est un peu trop exagéré quand même. C'est trop demandé à l'État. C'est trop demandé à l'État, puisqu'il faut dire que c'est grâce à ça qu'on paye aussi les fonctionnaires en partie. Oui. C'est grâce à ça qu'on essaye à résorber un certain nombre de choses. Et donc on ne peut pas accepter la réduction ou l'élimination même, voire il parle de suspension jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est trop demandé. Et je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit André Luther. Il a parlé de la facilité d'accès au crédit. Voyez-vous, moi je regarde la chose de manière holistique et moi je n'ai pas envie de me cantonner dans le Cameroun, puisqu'il faut dire que la crise du Covid-19 est une crise mondiale. Et ce sont les économies africaines qui sont impactées, j'insiste à le dire. Et vous allez voir, comme je l'ai rappelé à l'entame, que nous sommes exposés à tous les chocs exogènes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières ont des répercussions énormes, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique, et j'en passe. C'est pour ça qu'actuellement, l'aspect économique pose problème. Et pour résoudre ce problème, il faut sortir d'une triple extraversion. L'extraversion réelle d'abord. C'est quoi l'extraversion réelle? C'est-à-dire que nous sommes restés dans une dynamique de comment je veux dire ça, de consommateurs par essence et par excellence. C'est-à-dire que nous avalons tout ce qui vient de l'extérieur, mais nous ne produisons rien. C'est ça un premier problème qu'il faut résoudre. Que ce soit pour le cas de l'Afrique et même pour le cas du Cameroun. Donc nous sommes un pourvoyeur de matières premières et un déversoir de produits manufacturés. Il faut arrêter ça et changer de modèle de croissance. C'est ça le problème qui se pose. Pour le cas de l'Afrique et spécifiquement pour le cas du Cameroun. Il y a l'extraversion monétaire et c'est à ce niveau que je veux rejoindre André Luther. Mais quand il parle de l'accès au crédit, on ne peut pas avoir de crédit. Il y a ce mécanisme du franc CFA qui nous empêche d'avoir le crédit. On n'a pas une banque centrale. Vous avez vu dans des pays développés, au plus fort de la crise du coronavirus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la planche à billets pour soutenir les entreprises. Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas une banque centrale pour le faire. C'est la banque centrale qui le fait et fixe un taux directeur pour faciliter, au niveau de la banque commerciale, pour faciliter l'évolution économique. Je le dis sur le contrôle de l'économiste Emmanuel Kounié. Donc, ces leviers-là, nous ne les avons pas. La monnaie à un pays, ce que le sang est à l'être humain. Donc, on ne peut pas envisager cette perspective d'accès au crédit tant qu'on n'a pas une souveraineté monétaire. Et c'est un aspect sur lequel le gouvernement doit travailler. C'est pour ça que nous, les panafricanistes, nous demandons à ce qu'il y ait une véritable souveraineté monétaire. Je vous vois sourire, Serge Alain. Et donc, je sors par la dernière extraversion, qui est l'extraversion intellectuelle. Nous avons tendance à copier, d'un point de vue intellectuel, tous les concepts de l'extérieur. Tous les concepts, c'est-à-dire, vous avez vu, dès qu'on a dit confinement, mais les économies comme les nôtres, là, on s'emboupe dans ça, on confine les gens. Et vous savez qu'au niveau... qu'on a confiné au Cameroun. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne faisais pas une fixation sur le cas du Cameroun. Voilà, je faisais pas une fixation. Mais il y a eu des confinements. Oui. Mais nous avons quelle structure économique pour confiner des gens de cette manière? Donc c'est extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la crise due au Covid-19 relance donc le débat sur la véritable structure économique que nous devons adopter. Et donc, je pense que nous devons débattre là-dessus. Voilà, Emmanuel Kounié, aujourd'hui, forcément, les entreprises n'ont pas... Il faut de l'argent frais pour repartir à zéro. Oui. Comment faire? Oui, le problème, il faut déjà qu'on puisse demander qu'on fasse ce qui peut être fait. Oui. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Oui. Évitons de demander qu'on fasse ce qui ne peut pas être fait. Et nous perdons... Là, vous vous adressez à qui? Au président JICAM? Au président JICAM et également à ceux qui nous gouvernent. Oui. Ne nous perdons pas en conjecture dans des affaires, dans des problèmes que nous ne pouvons pas régler. Le problème du franc CFA, ce n'est pas le moment de le régler maintenant. Il y a une urgence. L'urgence, c'est que quand vous êtes dans une crise comme celle-ci, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes dans une situation de déstructuration. Oui. Il est question maintenant de stabilisation. Oui. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser. On ne peut même pas parler de croissance maintenant. Il faut stabiliser parce qu'on descend, on ne fait que descendre. Il faut stabiliser et repartir. Comment stabiliser? Comment arrêter la chute? C'est de ça qu'il est question. Alors, pendant les 3 mois de la COVID-19, nous nous sommes rendus compte que les Camerounais ont une résilience particulière.
Vous dites 3 mois, c'est terminé? Non, je dis qu'ils ont une résilience particulière. Non, vous avez dit les 3 mois de Covid. Les 3 mois qu'il y a eu, ça continue de toute façon. Ah, ok. Ça continue. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. En fait, depuis 3 mois, on est résilient. Depuis 3 mois. Parce si que... vous voulez. Alors, il y a une résilience particulière. Oui. C'est-à-dire que les Camerounais ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur pouvoir d'achat, mais ils résistent. Mais il faut noter qu'ils continuent à vivre, ça veut dire qu'ils consomment. Et je voudrais qu'on comprenne que la Covid-19 peut être une opportunité de remise en question. Parce que si vous regardez bien, même comment dirais-je, les médicaments, les protocoles pour pouvoir soigner la Covid-19, il y a des protocoles locaux qui arrivent, n'est-ce pas, à résoudre le problème. Et il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui s'habituent, qui changent même les habitudes alimentaires, qui commencent à se comporter différemment. Ce que le pouvoir doit faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai parlé dans ma prise de parole du Made in Cameroun. Le pouvoir doit pouvoir voir dans quelle mesure identifier et financer le Made in Cameroun. Parce que si vous allez maintenant, là, si vous faites une petite enquête, et moi j'en ai fait, il y a de petits produits qui commencent, n'est-ce pas, à se substituer aux nôtres. Par exemple, vous voyez, la farine va, si rien n'est fait, nous ne serons plus capables de faire toutes ces importations. Il y a la farine de patate, il y a le pain Kumba. Il faut faire la promotion de nos, il faut faire la promotion de Made in Cameroun. De Made in Cameroun. Et il faut également que cette production locale soit financée et qu'on donne une visibilité à cela et que les médias même fassent un peu de la publicité. Que les diététiciens nous disent que quand vous mangez le couscous ou le macabo ou la patate, quelles sont les vertus de ces aliments-là. Que les gens sachent ce qu'ils mangent. Parce que vous allez aller chez quelqu'un, il dit je mange le plantain aujourd'hui, la patate demain, l'igname, mais lui-même ne sait pas à quoi ça correspond. Alors qu'ailleurs, il y a la publicité qui se fait autour de ça. Il faudrait que l'État même finance au niveau des médias la publicité des produits Made in Cameroun pour pouvoir soutenir le Made in Cameroun. Il y a beaucoup de mesures comme ça qu'il faut prendre. Il ne faut pas tout simplement rester à côté du JICAM et écouter Tawamba qui défend ses intérêts, d'accord. Eux-mêmes, depuis qu'ils travaillent, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et où est-ce qu'ils ont mis tout ça? Dès que la Covid-19 est arrivée, ils ont commencé à licencier les gens un à un. Non, oui, ils auraient pu prendre aussi un peu dans leur réserve pour dire, écoutez, nous allons résister pendant 3 mois. Et si après 3 mois ça continue, nous allons craquer. Mais d'entrée de jeu, ils ont commencé à licencier les gens. Et puis nous savons que c'est des entreprises, il y a des multinationales qui font beaucoup d'argent au Cameroun, qui n'arrivent même pas à rapatrier leurs réserves. C'est-à-dire qui financent, qui ont des usines, les gens qui importent, qui sont des importateurs ici et qui sont des producteurs à l'étranger. C'est-à-dire qui ont créé des usines à l'étranger, qui produisent ailleurs. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de voir comment gérer ces gens-là. Parce que ce qu'ils disent là, et tout ce qu'il dit, tout ce que Tawamba dit parle de la fiscalité, de la fiscalité, de la politique douanière, de la politique de la dette, etc., de la dette intérieure. Mais si l'État s'engouffre dans ce chemin-là, l'État ne pourra même plus payer ses agents publics. Donc, ils doivent comprendre que tout le monde doit faire un sacrifice. Le JICAM également doit faire un sacrifice. Oui. Et l'État doit faire un effort pour redéfinir les politiques publiques qui puissent permettre, n'est-ce pas, de voir comment trouver des produits de substitution, parce qu'il y en a déjà, ça se développe déjà là-dedans. Il faudrait que le ministre de l'économie, le ministre des Finances puisse voir dans quelle mesure financer ces activités qui sont en train de naître. Parce que si la Covid-19 s'achève dans 1 an, ou je ne sais pas en combien de temps, et que nous avons déjà réussi à faire un tissu de produits de production locale que nous consommons, alors nous allons être ne serait-ce qu'à moitié travestis, par exemple. Et puis, peut-être que la petite venant en mangeant, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, développer les produits locaux. Parce qu'il faut commencer. Et la Covid-19 nous donne l'opportunité de commencer. Donc, moi, je pense sincèrement que l'État doit pouvoir mettre de l'argent. Mais j'ai suivi le ministre des Finances, oui, dire, s'agissant de 2021, qu'on doit pouvoir boucler le plan d'urgence jeune. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait très mal. Parce qu'on ne doit plus parler des choses comme ça. Le plan d'urgence jeune, c'est une affaire qu'ils ont mis en place en 2016. Oui. En 2019, ils sont venus eux-mêmes, le ministre de l'économie, nous dire que le DSE n'a pas réussi. Parce qu'ils attendaient un taux de croissance de 5,5% dans la durée pendant au moins 5 ans. Ils n'en sont qu'à 4. Alors, il faudrait qu'à partir de 2021, qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait faire en sorte que le secteur privé soit le moteur de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. C'est lui qui l'a dit. Alors, qu'on vienne aujourd'hui nous parler encore du plan d'urgence, encore qu'ils ont tellement superposé les plans d'urgence dans le DSE, que ce DSE-là, on ne savait même plus dans quelle direction ça prenait. Ils ont fait un plan d'urgence pour les régions de Septentrion, 160 milliards, aucun compte rendu. Un plan d'urgence pour l'accélération de la croissance, 925 milliards. Et un plan d'urgence jeune, 103 milliards. Tout cet argent est entré dans une confusion généralisée. Moi, je crois qu'il faut mettre un terme à cette affaire. Et puis,
comprendre que la Covid-19 est une opportunité et refaire des vraies politiques publiques qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous retourner vers le Made in Cameroun et d'encourager, n'est-ce pas, les opérateurs économiques camerounais qui sont en train de chercher dans les voies de substitution des produits que nous importons. Voilà, André Luther Meka, à suivre Emmanuel Kounié, il semble dire que le GICAM devrait revoir quelques-unes de ses prétentions pour que les choses marchent. Et aussi, il y a ce fait-là, les entreprises, certaines ont licencié le personnel, beaucoup ont mis en chômage technique. Ça fait quand même beaucoup. Pour reprendre. Naturellement. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de faire croire que les plans d'urgence n'ont pas marché. Parce que jusqu'aujourd'hui, on finance les projets des jeunes. Il y a les centres d'incubation qui sont financés. Il y a les ponts de Maga qui sont construits dans le Grand Nord. Donc, il y a un certain nombre de projets qui doivent avancer. Et par rapport à cela, le Cameroun ne doit pas s'arrêter. Le Cameroun doit fonctionner. Là où je suis d'accord avec lui, et c'est une première, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, du fait qu'il puisse y avoir, notamment, le consommé Made in Cameroun. Mais pour aller même plus loin dans sa pensée, cela veut dire effectivement que si on finance le Made in Cameroun, ça veut dire qu'on met de côté les coûts douaniers, on met de côté le transport, la logistique, ce qui peut permettre à ce qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, une concentration de l'économie au niveau du Cameroun. Et là, je suis d'accord avec lui. Mais je viens aussi avec une solution, celle des banques, qui n'est pas à rejeter. C'est-à-dire qu'il faudrait également qu'on puisse faciliter l'accès du crédit au niveau des banques. Parce qu'il a été dit, et tout le monde le sait, que les banques étaient en liquidité. Donc, notamment, l'État doit garantir des prêts, doit permettre à ce que les taux d'intérêt soient bas pour que les entreprises puissent accéder au crédit. Il y a également la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a près de 600 milliards de titres, qui permet, n'est-ce pas, d'alimenter les banques commerciales. On peut également faciliter, n'est-ce pas, ces prêts-là au niveau de des banques pour pouvoir booster, n'est-ce pas, l'économie. L'important n'est pas toujours de penser qu'il y aura une dotation financière qui va venir, n'est-ce pas, des finances, où on va, n'est-ce pas, sursoir toutes les mesures comme le veut le GICAM. Il faudrait qu'on cherche des pistes qui permettent à ce que, n'est-ce pas, toute la chaîne, les maillons, n'est-ce pas, de l'économie puissent se soutenir pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que l'économie puisse marcher. Donc, je crois qu'à mon humble avis, c'est la perspective que je pense. Et comme il disait, bien sûr, il y en a qui ont profité de la Covid-19 pour pouvoir, n'est-ce pas, licencier des personnes. Parce que je me dis que quand on est capitaliste, on investit, on fait du profit. On fait un bénéfice. Alors, lorsque l'entreprise est notamment en difficulté, on réinjecte des fonds, notamment pour pouvoir financer l'activité. Mais ce qui arrive, c'est qu'au lieu de réinjecter les bénéfices, je ne voudrais pas vous dire les entreprises, ces bénéfices sont tellement énormes. On pouvait réinjecter ces bénéfices dans les entreprises et permettre, n'est-ce pas, aux entreprises de décoller et avoir une marge, notamment de manœuvre pour observer de 6 mois. Et à partir de là, comme il a dit, on essaie, n'est-ce pas, de crier l'alerte. Mais nous avons constaté qu'ils ont nettement commencé, dès que la Covid-19 est arrivée, ils ont commencé l'alerte comme si c'était une opportunité encore de surbénéfice, c'est-à-dire que grâce au Covid-19, on fait encore des profits, l'État nous donne de l'argent, nous aussi on a fait des profits et malheureusement, personne n'apporte sa contribution dans la lutte de Covid-19. Les entreprises doivent nous dire également quelle est leur contribution. Quelle est leur contribution dans cette riposte? Qu'est-ce qu'ils apportent pour soutenir également les Camerounais? Parce que le problème aussi du capitalisme, c'est qu'il n'y a pas seulement le capitalisme sauvage, il y a le capitalisme éthique. C'est-à-dire qu'un projet social également qui doit accompagner, n'est-ce pas, le maintien du social dans notre pays. Voilà, les prochains jours, comme je le disais, les entreprises ont besoin d'argent frais. Comment on fait? Comment elles font? Voilà, je pense que j'ai beaucoup apprécié. Pour repartir. J'ai beaucoup apprécié le développement de André Luther Meka sur la garantie des prêts bancaires par l'État. Lorsque vous rentrez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'au plus fort de la crise en Europe, dans les années 2008, l'une des mesures fortes prises par Nicolas Sarkozy à l'époque en France, dans un discours mémorable à Toulon, c'était justement de dire que l'État garantissait les prêts bancaires. Ça a permis justement à un certain nombre d'entreprises, évidemment il y avait un canevas bien précis, mais ça a permis aux entreprises, voilà, ça a permis aux entreprises de se relever. Donc, il y a ce levier de cette garantie que l'État peut apporter aux prêts bancaires pour les PME. Évidemment, en contrepartie, il y a un cahier de charges bien défini. Tout à l'heure, on parlait de la Covid qui peut aussi être une opportunité de consommation.
Prenez l'exemple de la tomate aujourd'hui sur le marché. Je ne vais pas beaucoup marcher. Il se plaint. Je ne vais... Il se plaint, le producteur. Mais justement, il se plaint tout simplement parce qu'il y a une certaine désorganisation du secteur. Oui. Et à ce moment, l'État n'a pas joué le rôle qui est le tien. L'État aurait dû réguler un certain nombre de choses de telle manière que cette tomate qui se vend pratiquement, qui se brade pratiquement à 900 au marché Sandaga, soit vendu à Marois à 2000 francs. On aurait bien pu prendre un certain nombre de dispositions pour transporter vers l'extrême nord ces produits-là. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu que la tomate. On m'a dit qu'il y avait aussi la volaille et tout ça. Il y avait un certain nombre de produits qui, avant la Covid-19, étaient destinés aux pays voisins. Voilà. Avec la fermeture des frontières, justement, on s'est retrouvé en surproduction, mais ça fait l'affaire. Mais l'État aurait dû, justement, à ce moment-là, intervenir pour ne serait-ce que donner une bouffée d'oxygène aux consommateurs du Nord, de l'extrême Nord, en transportant ces produits-là. Voilà, Idriss Fogab, sur cet aspect, Covid-19, une opportunité pour le Made in Cameroun? Non, il faut aller un peu plus loin pour dire qu'on ne peut pas résoudre des problèmes structurels avec des solutions conjoncturelles. Oui. On a insisté dans cette histoire depuis 60 ans. Et on continue dans ça. On dit souvent qu'il est normal de faire des erreurs, mais il est diabolique d'insister dans l'erreur. Je comprends que M. Emmanuel Kounye nous dise que non, l'aspect monétaire, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Je suis très d'accord avec lui. Je comprends qu'on est un peu dans ce que j'appelle la dictature des urgences. Mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire que si on veut se cantonner là, à l'affaire du coronavirus, on risque de se retrouver dans la même situation, peut-être 5 ans après. C'est ça que je dis, au-delà de la dictature des urgences, il faut pousser le bouchon un peu plus loin pour voir comment est-ce qu'on structure les choses. Tout à l'heure, il parlait du secteur de la tomate. Il s'est passé quelque chose ici par le passé avec le secteur avicole. Mais on a apporté, personne n'a soutenu ces gens. Ils ont contracté des prêts énormes, avec des taux de remboursement, je ne sais pas comment le dire, mais il y a des gens qui sont morts de cette histoire. On n'a pas pu les soutenir. Vous pensez clairement que l'État veut voir les citoyens souffrir, ou le gouvernement veut voir des gens souffrir? Non, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. On a des charges énormes, j'allais dire énormissimes. Et avec ce qu'on a, le peu qu'on a, on ne peut pas gérer convenablement les choses comme le pense André Luther Meka. C'est-à-dire, quand il parle de l'accès au crédit avec une certaine facilité, moi ça me fait rire, très sincèrement. Parce qu'on ne peut pas avoir cet argent. On ne peut pas l'avoir au regard des conditions actuelles et même antérieures. Je vais vous dire quelque chose, Serge Alain. Kwame Nkrumah, qui est l'un de nos pères, j'aime souvent le citer, disait que l'essence du néocolonialisme est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède sur le plan formel un drapeau, un hymne et une devise. Mais son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Tant que nous allons rester dans cette dynamique de manipulation de nos économies de l'extérieur, on ne va pas faire grand chose. On ne pourra pas faire grand chose. C'est pour ça que moi je plaide pour la restructuration des économies. Au-delà de ce qu'on peut appeler de fiscalité, au-delà de... Il faut restructurer convenablement les économies. Et c'est ce à quoi moi j'invite les décideurs et nos dirigeants. Et donc moi je pense qu'on doit voir des choses d'une autre manière. Et c'est ça ce que moi je propose. Voilà. Je voulais lui poser une question. Vous connaissez Osagiefo? Vous dites? Vous connaissez Osagiefo? Non. C'est Kwame Nkrumah. C'est pour vous dire que je suis également... Nkrumahiste? Oui, je suis également... Et il a dit... Le principe, c'est l'unité économique. Mais nous sommes dans un cas micro. C'est-à-dire qu'il faut la relance économique dans un cas micro. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça que nous parlons. Je crois que parler, n'est-ce pas, du colonialisme économique, c'est un peu décentrer un peu le sujet. Non, ce n'est pas décentrer le sujet. Je ne décentre pas le sujet. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les champions nationaux. Et on doit faire le patriotisme économique. Ça entre dans ça. C'est ce qui nous amène ici ce soir. Parce que les chefs d'entreprise sont en train de pleurer. Ils crient. Il faut les soutenir. Mais comment est-ce qu'on soutient ces gens? Voilà la question, la problématique. Comment est-ce qu'on soutient ces champions nationaux? Mais vous me répondez, André Luther. Mais nous avons donné des solutions. Il a parlé, n'est-ce pas,
d'une économie intravertie, c'est-à-dire qui doit financer le Made in Cameroun. J'ai donné des pistes sur les crédits au niveau des banques. J'ai donné les pistes sur la titrisation des, n'est-ce pas, des crédits et une facilité, n'est-ce pas, à l'accès au crédit. Je ne sais pas s'il faudrait... Très bien. Vous attendez qu'on puisse dire qu'il y aurait une dotation qui viendrait là. Qu'est-ce que vous pensez de la mendicité financière? La mendicité financière, oui, c'est-à-dire que les dettes par-ci, les prêts par-là, ça se passe comment? Vous ne voyez pas ça? C'est-à-dire quand il y a un problème, on pense tout de suite aller demander l'argent au FMI. On pense tout de suite aller demander l'argent à la Banque mondiale. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes en train de trouver des solutions conjoncturelles, ponctuelles, pour pouvoir, n'est-ce pas, relancer l'économie des entreprises. Qui est touchée par la crise. Faut pas voir, on ne peut pas... Oui, je le comprends. Hein. Il y a un problème global à régler et il y a un problème ponctuel, conjoncturel à régler. Il faut qu'on fasse le distinguo. Est-ce que nous sommes venus ici pour réfléchir pour nous perdre en conjecture dans des théories économiques? Parce que la France a son franc CFA. À l'heure actuelle, si vous dites que vous voulez sortir du franc CFA, c'est un autre débat. C'est un débat, il faut le faire avec la France et puis avec les autres États. Et nous savons que c'est la France qui tire les ficelles par rapport à tout ce qui nous gouverne. Hein. Donc, vous n'attendez pas qu'eux se lèvent un matin pour dire qu'ils sortent du franc CFA. Ça, il faut le savoir. Et puis, c'est une donnée. C'est une donnée, c'est-à-dire qu'en mathématiques, c'est une donnée. Donc, il faut intégrer ça comme donnée. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui est d'autant plus compliquée qu'on ne sait pas qui mène la réflexion pour pouvoir s'en sortir. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'il attend du GICAM des propositions. Des propositions, et il voudrait demander des propositions à tout le monde. Mais moi, ça m'a fait tiquer. Parce qu'il y a un organisme qu'on appelle le Conseil économique et social, qui est justement placé là pour jouer ce rôle. Mais quand vous regardez cet organe, il y a un monsieur qui est là depuis 1984. Ils étaient à 150, maintenant ils sont à 2. Je crois qu'ils sont à 2 ou à 3. Tous les autres sont morts ou partis, ou je ne sais pas où ils sont passés. Et cet organe a chaque année un budget de plus d'1 milliard. Et quand vous regardez le compte de règlement du budget du Cameroun, fait par la Chambre des comptes, vous voyez toujours que le milliard a été consommé. Vous n'avez jamais entendu qu'ils vont faire une assemblée générale. Parce que quand le GICAM vient devenir l'interlocuteur, il faut comprendre que si le Conseil économique et social pouvait se réunir, là-dedans, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a les syndicats de transporteurs, il y a les artistes, il y a tout le monde. Donc les problèmes se poseraient là parce que justement c'est le laboratoire dans lequel on doit pouvoir, n'est-ce pas, élaborer les politiques publiques en matière d'économie et proposer justement au gouvernement qui va formaliser ça sous forme de loi, etc. Mais quand ces gens n'existent plus, et d'ailleurs ils sont nommés même comme ils sont nommés, il aurait fallu qu'ils soient là, même s'ils sont nommés, on les prend dans tous les secteurs, ça veut dire que c'est assez représentatif. Cela ne fonctionne pas. Alors, vous allez donc trouver une affaire qu'on va nous présenter, nous dire que c'est la politique publique du Cameroun en matière économique, on va appeler DSE. Au même moment, c'est un effet de mode, parce que le Tchad a le sien, le Gabon a le sien, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au même moment. Et chacun dit horizon 2025, horizon 2035, horizon 2020, c'est-à-dire l'émergence. C'est un effet de mode. Et ça veut dire que c'est de l'extérieur qu'on vient nous imposer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec la Covid-19, je crois qu'il faut qu'on réveille ce cadavre, qui est le Conseil économique et social, qu'on remette là-dedans les gens, pour que les gens aient au moins, n'est-ce pas, un forum dans lequel nous pouvons réfléchir, pour pouvoir voir dans quelle mesure trouver des pistes de sortie, parce que chacun viendra de son secteur pour apporter... Parce que le GICAM, vraiment, c'est une infime partie. C'est vrai que, globalement, c'est les gens qui financent les recettes de l'État. Mais il faut noter que l'économie camerounaise est à près de 80% dans le secteur informel. Donc quand le GICAM parle, la masse monétaire qui circule ne les concerne pas. C'est-à-dire quand vous regardez le PIB, quand on dit que le PIB est de 23%, il y a des fonds qu'on ne compte pas. Si vous regardez les bensikineurs, ils sont déjà presque 1 million dans tout le Cameroun. Alors quand vous savez qu'un bensikineur manipule au moins 10 000 francs par jour, c'est-à-dire de l'argent qui ne lui appartient pas, il manipule 10 000 francs par jour, et quand ils sont 1 million, ça fait 10 milliards. C'est de l'argent qu'il manipule, il y a des intérêts dedans, etc. C'est-à-dire qu'il travaille, et puis il mobilise, même s'il va gagner 10 000 francs, il mobilise cet argent. Et quand on parle du PIB, cet argent, si vous prenez, ça fait 300 milliards par mois. Et si vous multipliez par 12, ça fait des milliers de milliards. Ces fonds ne sont pas comptés dans le produit intérieur. Donc il y a une masse d'argent qui circule, masse de produits qui circulent, qui n'est pas comptabilisée. Donc ce qu'il faut faire, c'est réveiller le Conseil économique.
lui donner la possibilité de se mettre au travail. Et vous verrez que vont jaillir les solutions, n'est-ce pas, de notre économie. Mais si c'est deux individus qui vont se mettre au ministère, des fonctionnaires pour dire, bon, aujourd'hui on va faire un plan d'urgence, ça ne pourra rien donner. Et André Lutemeka a raison de parler de la garantie de crédit par l'État. Quand on vous parle du plan d'urgence de 900 milliards, mais si vous mettez 100 milliards seulement de garantie dans les banques pour que les banques puissent accorder les prêts aux entreprises, ça veut tout simplement dire que l'État garantit, si l'entreprise l'État ne peut pas donner des prêts parce que l'État n'aura pas les mécanismes, tous les mécanismes pour étudier les projets et pour suivre sur le terrain et pour permettre qu'on puisse obtenir des remboursements. Mais l'État place ses fonds en garantie auprès des banques. Et quand les banques financent donc des projets, les banques savent qu'on va suivre les porteurs de ces projets. Et si d'aventure, il y a un gap qui n'est pas récupéré, la banque n'aura pas de problème. C'est tout simplement cela. Donc moi je crois que c'est une piste qu'il faut suivre. Non, c'est pas exactement. La garantie des prêts bancaires suppose pour l'État de dire à une banque, donnez-lui le crédit, s'il ne rembourse pas, je rembourse. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'État donne un montant. L'État fixe un montant. Oui, alors, l'État fixe un montant. Je suppose que quand l'État fixe un montant, l'État sait où cet agent se trouve. Hein? L'État sait où cet agent se trouve. Et tenez-vous tranquille. Quand l'État va dire que je garantis 100 milliards pour les entreprises, la banque ne va pas non plus accepter sans avoir des éléments factuels qui l'amènent à être convaincu que l'État a les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir payer ce crédit. Non, la seule parole de l'État suffit. C'est-à-dire que l'État, il y a un principe simple, c'est que l'État n'est jamais en faillite et l'État paye toujours. Je vous dis, les banques qui sont chez nous sont des banques étrangères. Et on connaît le fonctionnement de notre État. Pour que l'État du Cameroun puisse donner une telle signature, il faudrait que l'État du Cameroun apporte la preuve qu'il peut rembourser. Il ne suffit pas que l'État le dise, puisqu'on a vu l'État être défaillant dans certains. Quand l'État n'arrive pas, par exemple, à payer la dette intérieure. Quand vous avez dit tout à l'heure. Lorsque vous parlez de garantie, si l'État dit je garantis 100 milliards, les seules recettes douanières sur un trimestre, c'est déjà une garantie simple pour l'État à ce moment-là. Il n'a pas besoin de dire que ce que vous oubliez, c'est que l'État, quand l'État a un budget de 4 000 milliards, l'État a le service de la dette 1 000 milliards, l'État a le salaire du personnel 1 000 milliards, ça veut dire 2 000 milliards. Donc l'État a des dépenses incompressibles. Donc quand l'État le fait, l'État organise une réflexion avec les banques et puis on s'arrange pour savoir comment ça doit se passer. Ce n'est pas parce que vous êtes l'État que vous allez dire n'importe quoi. Le prochain jour, en termes, il a proposé tout à l'heure Emmanuel Kounié. Pour les solutions, il pense qu'il faut relever le Conseil économique et social. Mais il y a aussi le CBF qui ne s'est toujours pas tenu jusqu'à et qui manifestement ne se tiendra pas cette année parce qu'en réalité, selon certaines sources... Est-ce que les solutions seraient aussi venues de ce côté-là pour relancer l'économie? Écoutez, le CBF... Cameroun Business Forum. Le Cameroun Business Forum, je crois qu'ils sont à leur 15e édition aujourd'hui. Ça n'a toujours pas... Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours en train de dire ce qu'on dit là aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré la tenue de ce CBF-là, avant le CBF, il y avait le CIESP. Je crois qu'il y avait le comité interministériel élargi au secteur privé. À l'époque, j'ai un journaliste au Messager, je couvrais ce truc-là chaque fois. Donc, régulièrement... Non. Je pense que tout à l'heure, on a évoqué la piste des champions nationaux. Il est question de porter des entreprises, certaines entreprises, dans des secteurs bien précis, de les soutenir et puis de permettre à ces entreprises justement de pallier un certain nombre de besoins en biens et en services. L'État aurait dû, dans un contexte comme celui-ci, justement, aller dans des secteurs et choisir les secteurs importants, les secteurs utilitaires, et puis promouvoir justement ces champions nationaux en vue de mettre à la disposition des Camerounais, que ce soit les biens et que ce soit des services. Lorsqu'on parlait du JICAM, je me rappelle une assemblée générale du JICAM, justement, la question de la promotion des champions nationaux était à l'ordre du jour. On en avait discuté à l'époque, le ministre de l'économie Alamine était là, le ministre des Finances était là, on en avait discuté, on était sortis de là avec des grandes décisions, mais aujourd'hui, on cherche un champion national au Cameroun, on n'en trouve pas. Donc moi je pense qu'en réalité, la voie d'un champion national dans des secteurs d'activité pourrait permettre quand même des locomotives pour tirer les autres. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez un champion national, vous le soutenez,
non seulement il se développe, mais en plus, lorsque vous regardez le cas de la sous-traitance, c'est au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine de petites PME qui vont s'agripper à ce champion national. Et puis, de façon contagieuse, on va se retrouver dans un système bénéfique finalement pour tout le monde. Donc moi, je pense que c'est cela. Et puis, le fameux Conseil économique et social, je ne pense pas que c'est de ça qu'il est question, parce qu'à côté du Conseil économique et social, il y a la Chambre de commerce et d'industrie, qui en réalité devrait jouer même le rôle dont parle M. Cougnier, mais qui malheureusement a sombré dans une certaine léthargie. On en est là. Voilà, on va revenir dans un instant. Ce sera après le 20h de Cédric. Il est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces candidats qui ont abandonné les épreuves écrites du BEPC et pour cause, ils étaient surmenés après des nuits à réviser leurs leçons. Ils n'ont pas pu tenir devant les premières épreuves écrites, contraints d'abandonner. Vous verrez des images édifiantes à cet effet dans le journal de 20h. L'enquête d'Equinox ce soir sur ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait cette fraude et ces fuites massives observées, durant les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, ni à l'OBC, ni au ministère de l'enseignement secondaire. Personne ne veut s'exprimer. Pour autant, une enquête interne a été ouverte. Est-elle suffisante? Élément de réponse dans quelques instants. Alors, nous irons à l'aéroport de Koutaba, dans le département du Noun. Là-bas, l'infrastructure est obsolète. Les responsables s'en plaignent dans un tel contexte où le Cameroun veut conquérir le ciel domestique et international. Les infrastructures aéroportuaires se portent très mal. Illustration à Koutaba dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur le retour au bercail de la dépouille du couple Takam. Vous ne les avez pas oubliés, ce couple aux États-Unis où l'ex-époux avait tué à bout portant son ex-compagne avant de se donner la mort. Leurs corps sont de retour au Cameroun. Les familles députées comptent les accompagner dans leur dernière demeure durant les toutes prochaines heures. Nous reviendrons également sur le cas de cette jeune femme étudiante en cycle BTS qui a été tuée lors de sa rencontre avec son compagnon sous-préfet à Kribi. Les langues se délient dans la station balnéaire. Témoignage choc à la fois de la famille de la défunte et ses proches sur ces derniers moments avant qu'une telle scène tragique ne se produise. Nous ferons le point sur la situation au Mali avec une crise qui s'enlise depuis plusieurs semaines. L'opposition qui rejette les propositions faites par la CEDEAO afin de sortir d'une profonde crise. On fait le point dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, trêve de commentaires. Installez-vous bien dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète. Tout à l'heure. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie qui est consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Linus Fogap, André Luther Meka, Léopold Chenjou et bien évidemment Emmanuel Cougnier. Emmanuel Cougnier, vous avez vu, découvert des enfants qui, à peine on a commencé, première journée, que c'est terminé. On parle de surménage. Oui, mais moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que quand une année scolaire entre dans une cacophonie comme celle-ci, on doit s'attendre. Bon, c'est un problème d'organisation. Oui, on doit s'attendre à tout. Est-ce que ces enfants ont fréquenté normalement? Est-ce que les choses sont passées comme cela se devait? Bon, chacun est allé de sa manière et puis ces enfants ont cru pouvoir avaler, si je peux, entre guillemets, tout le programme et puis ils ont eu des indigestions. Ouais. Et ça donne ce que nous avons vu. Donc, moi, je crois que c'est les conséquences, n'est-ce pas, c'est l'une des conséquences aussi du Covid-19. Parce que quand tout est perturbé, on peut assister fatalement à de telles situations. Donc, je crois que, et puis, ce sont des enfants. Les enfants pensent peut-être qu'en passant toute la journée, toute la nuit, jusqu'au matin, ils peuvent apprendre quelque chose, mais malheureusement, ça a produit l'effet contraire de ce qu'ils attendaient. Donc, voilà. Moi, je crois que c'est les conséquences, n'est-ce pas, de cette conjoncture due à la pandémie et puis à la perturbation, n'est-ce pas, de l'année scolaire. Voilà, André Luther Meka, également, vous êtes un enseignant, une année, on va dire, perturbée, arrêtée le 17 mars. On a recommencé presque au forceps, parce que c'était un vaste débat. Le 1er juin, interrompu, il faut composer.
peut justifier ce qu'on a vu du côté de Bobongo, Petit Paris? Disons qu'il y avait les sceptiques qui ne croyaient pas à la lumière et la luminescence du chef de l'État, dont la sagesse a été démontrée par cette rentrée. Beaucoup croyaient à l'hécatombe, que nous envoyons les enfants au carnage. Il n'y a pas eu carnage, l'école a eu lieu parce qu'il fallait sauver l'école de l'année blanche. L'école a eu lieu. En ce qui concerne notamment ce qui est arrivé, peut-être que M. Manuel Kounié, qui ne connaît pas les schèmes sociaux, n'est-ce pas, il doit savoir qu'il y a des enfants qui sont plus studieux, il y a des enfants qui sont écolos, il y en a également des perfectionnistes. Donc il arrive parfois que dans la société, que beaucoup d'enfants en fassent un peu trop dans la préparation et qu'ils soient omnubilés par la crainte d'échouer. Donc cette crainte de l'échec. Et se livrent dans un apprentissage abusif où, n'est-ce pas, ils ne prennent pas soin, n'est-ce pas, de se reposer. Et ce qui arrive, c'est que le jour de l'examen, ils craquent. Il y a aussi ce qu'on appelle le trac, la peur, qui peut faire en sorte que lorsque l'échéance arrive et que vous puissiez, n'est-ce pas, craquer. Donc il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent arriver le jour de l'examen. Il y en a même qui arrivent en retard. Pourtant, ce sont les vétos. Ce sont des mécanismes de peur et les parents doivent les encadrer. Donc, en tant que sociologue, je comprends bien ces phénomènes. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de fonctionnement sans dysfonctionnement. Donc, s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de surménage, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu examen. Ça fait partie, n'est-ce pas, j'allais dire, de quelques tares qui animent, n'est-ce pas, le fonctionnement d'un système. Donc, c'est naturel dans une société. S'il n'y a pas aussi les recalés, s'il n'y a pas aussi les retardataires, s'il n'y a pas les studieux qui ont eu le tract, ça veut dire qu'il n'y a pas eu compétition. Donc, ça fait partie du cours normal. Ce qui est important et qu'on doit savoir, c'est que quand il y a un examen, les parents doivent accompagner. Ils doivent, n'est-ce pas, accompagner les enfants. Ils doivent réguler, n'est-ce pas, les apprentissages, le fait de se reposer pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux enfants de mieux composer le moment venu. Voilà, Lénus Fogab, le sociologue, vient de dire que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui rentre dans le cours normal. Oui, en partie, ce qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire que c'est un problème d'indigestion, comme l'a dit... Pour Emmanuel Kounié, c'est la pandémie. Hein? Le calendrier qui a été forcément... Ça a impacté sur le calendrier. C'est tout ça, puisque les enfants ne s'attendaient pas à ce qu'on lance le truc tout de suite, les examens. Donc il y a eu un bouleversement. Non, mais les dates étaient connues, non? Oui, mais il y a eu un bouleversement de calendrier. Oui. C'est-à-dire que ce n'était pas la date de l'année dernière, les préparations, l'école n'est pas allée jusqu'au bout et tout ça. Et donc les enfants sont entrés dans une sorte de précipitation, vouloir tout avaler, et oups, c'est ça. Donc c'est un problème d'indigestion. Et je pense qu'on doit mettre ça à l'actif de la pandémie du Covid-19, comme l'a dit Emmanuel Kounié. C'est ça. Voilà, Léopold. Vous, c'est quoi? Pandémie, bien, vous êtes d'accord avec le sociologue André Luther? On n'en dira pas plus. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec André Luther. Il y a, je crois, quelques mois, nous étions sur ce même plateau avec un cas dans le Mungo, un enfant qui était arrivé, je crois, 30 minutes après le début des épreuves. Et il y avait 2 ou 3 cas comme ça. Et non, là, c'est parce qu'on disait qu'il y avait un férié, il n'y avait pas de férié. Voilà. Toujours est-il que l'enfant a dû rater son année scolaire du fait de pareilles situations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, ces examens-là ne sont pas là pour recaler, ou bien est-ce que l'administration ne devrait pas réfléchir sur des palliatifs à un certain nombre de cas? Parce que lorsque vous prenez le cas de ces enfants qui, parce qu'ils ont beaucoup appris, ça suppose que dans leur tête, ils ont quand même un certain nombre de choses. Est-ce que pour un cas comme celui-là, on ne peut pas voir comment faire recomposer cet enfant-là bien après? Je pense que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être aussi rigide parce que l'enfant est surmené à un moment. Ça suppose quand même qu'il a quelque chose dans la tête. Et si on l'examine, c'est justement pour savoir ce qu'il a dans la tête. Mais le gars ne peut pas. Parce qu'il a dit que ça va dans le cours des choses. Oui, bon, arriver. Il y a des gens qui doivent arriver en retard. À l'entame de mon discours, j'ai dit que ça fait partie. Chaque année, à chaque session d'examen scolaire, il y aura toujours des faits comme ceux-là. Mais maintenant, vraiment, savoir comment aménager des cas particuliers comme... Emmanuel Kounié. Oui, c'est que non, on va passer à autre chose. Hein. On a 3 sujets. Hein. J'ai vraiment qu'on parle de... Maintenant, on parle de l'eau qui a encore coulé. Certains nous disent que c'est depuis, je crois, la dernière fois que l'eau a coulé, c'était en 99. Ah oui, mais... Pourquoi l'eau a encore coulé? Oui, mais c'est parce que justement, on s'est rendu compte. Oui. Quand l'eau coule,
et on ne se rend pas compte. On a l'impression que l'eau ne coule pas. Donc moi je crois que... Non, le niveau scolaire au Cameroun est très bas. Je regrette de le dire, mais le niveau scolaire est très bas, la formation n'est pas... Quand vous regardez les universités, quand on classe par exemple des universités, je crois qu'on va classer, je parle sous le contrôle du TMK, on va classer en Afrique une centaine d'universités, on aura à peine une université du Cameroun qui va arriver en fin de liste. Ça veut dire que le système éducatif au Cameroun n'est pas performant. Et parce que ce n'est pas performant, moi je crois que cela est dû au fait que les enseignants ne sont pas motivés. Vous avez vu ce qui se passe, les docteurs qui se roulent par terre pour se faire recruter, les autres qui ont recruté 3000 enseignants de l'école primaire, alors qu'il y a, alors qu'il y a, je sais pas, 40 000 ou quelque chose comme ça, et puis c'est la tête chercheuse, etc. Et quand bien même on les recrute, on les affecte dans des coins où ils vont faire des années sans avoir leur salaire, et puis quand bien même ils ont leur matricule et qui se trouve quelque part, ils sont permanemment affectés d'un coin à l'autre, et ce qui fait que le système tel qu'il est conçu ne leur permet pas d'assumer même leur vie. Parce que, et c'est pour cela qu'on a parlé de la décentralisation et on a dit, nous parlons de la décentralisation, et on demande que justement l'État se dessaisisse d'un certain nombre de prérogatives pour laisser, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales, pour qu'il y ait la fonction publique locale. Et que quelqu'un qui est recruté, par exemple, dans une région, puisse faire service sur place, puisse travailler, puisse construire une carrière sur place, puisse élever ses enfants normalement. Pas quelqu'un qui est affecté 3 mois en Gaoundéré, 4 mois à Yoko, 3 ans à Yoko, 3 ans à Gaoundéré, vous allez finir 30 ans de carrière, vous n'aurez pas fait 5 ans sur place, vous allez en retraite, vous ne pourrez pas vous assumer parce que vous n'avez rien fait de votre vie. Donc il faudrait comprendre que le monde évolue et que nous devons nous ajuster, n'est-ce pas, à l'évolution du monde. Et puis il faudrait qu'on comprenne que l'enseignement particulièrement, et peut-être la santé et tout cela, il faut donner des pouvoirs aux collectivités territoriales pour que ces choses puissent être gérées localement et transférer également les moyens pour que cela puisse passer normalement. André Luther Meka, est-ce que selon, vous avez écouté Emmanuel Kounié, la condition d'enseignant est à l'origine de ce qu'on a vu la semaine dernière? Non, monsieur Kounié, il n'est pas professionnel de l'éducation, nous sommes les professionnels de l'éducation. Il faut dire que les élèves qui quittent le Cameroun pour aller à l'Hexagone sont classés parmi les meilleurs. Et à une époque, il y avait une sorte de transhumance des élèves du Cameroun vers le Tchad. Parce que beaucoup pensaient que le bac tchadien est plus accessible, plus facile. Non, il y avait la barrière probatoire qu'on esquivait. On dit la même chose. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils trouvaient que le système éducatif camerounais était plus solide, plus corsé que le système tchadien. Voilà. Et chose curieuse, quand ils arrivaient, pour la plupart, ils réussissaient. Donc, ce qui démontre effectivement que notre système est solide. Mais je crois que en ce qui concerne le classement des universités, moi je ne crois pas trop à ces choses. Ça s'achète tout ça. Ça s'achète et je l'assume. Parce que dans chaque classement dans le monde, il y a un certain nombre de lobbying qu'on fait, il y a un certain nombre de deals que certains font pour classer, n'est-ce pas, un certain nombre d'établissements. Donc pour moi, je ne considère pas que c'est tout à fait important ce critère. Le critère que moi je trouve important, c'est, n'est-ce pas, au niveau de la formation du contenu, n'est-ce pas, de la formation d'indice de développement humain. Et pour cela, je peux vous dire que les Camerounais sont parmi les compétents d'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organismes internationaux qui le disent. Et vous pouvez voir même aujourd'hui, dans l'audiovisuel, ce sont les écoles camerounaises qui forment les journalistes au Cameroun, qui patronnent en Afrique. Donc, il faut louer ce système éducatif qui est solide et notamment qui est plus solide comparé à d'autres États africains. Il a parlé de la condition de l'enseignant par rapport aux fuites. L'enseignant n'est pas rémunéré. Là encore, la condition de l'enseignant comparée à qui? Tous les fonctionnaires camerounais sont logés à la même enseigne, c'est-à-dire que notamment ils ont le même salaire. Et je peux même vous dire, contrairement à ce que les gens pensent, l'enseignant est le mieux payé des fonctionnaires. Ça, je peux vous le dire, au-delà, n'est-ce pas, des primes et des statuts spéciaux que les gens ont mis en branle. Mais vous savez, j'ai toujours parlé de la mentalité camerounaise, c'est-à-dire que si vous vivez dans l'éthique, dans le respect de la déontologie, il y a un certain nombre de salissures que vous ne devez pas vous entourer. C'est un problème de mentalité, c'est un problème, n'est-ce pas, d'éthique personnelle qui peuvent permettre à ce que ce pays soit
changer. Ce n'est pas une affaire de moyens. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de moyens et notamment ne pas être éthique. Voilà des gens où ils sont dans le Covid, là, ils demandent encore qu'on leur donne de l'argent, ils chassent les autres, les employés. Tout cela fait partie, n'est-ce pas, des gens risques sans éthique. Donc, il suffit, n'est-ce pas, d'avoir une rigueur de comportement, il faut avoir une façon de vivre qui peuvent permettre à ce qu'il y ait un changement. Ce n'est pas un problème de moyens. Pour moi, la matérialité n'est pas importante dans le changement de comportement. Le prochain jour, les Non, fuites là, oui, je crois qu'il qu'est-ce qui peut expliquer qu'on parle encore de fuite? D'accord, il faut revenir sur le sujet. Je crois qu'on a connu dans ce pays la période de l'eau. Oui. Après, c'était l'eau sale. Et puis, le phénomène a disparu un bon bout pour rejaillir. Attendez, qu'est-ce que vous appelez l'eau? Qu'est-ce que vous appelez l'eau L'eau, sale? c'était justement les épreuves qui se retrouvèrent dans Oui. la rue avant. La Maintenant, différence l'eau sale, c'était des fausses épreuves que les gens balançaient dans la rue pour faire croire que c'était voilà. Donc, il y a eu l'eau sale, et puis cette année, on n'a pas l'eau. Mais moi, je pense que cette année, en réalité, je pense que cette année, c'était de l'eau propre. À preuve, c'est qu'on a dû reprogrammer certaines matières. Moi, je pense qu'il faut aussi tenir compte du contexte qui était celui de la Covid, qui n'a pas permis, qui sûrement a causé des petits déphasages quelque part. Un relâchement Un relâchement, je ne dirais pas, suivi. mais dans tous les cas, le contexte actuel y est pour beaucoup de choses. Parce que même au niveau de l'évaluation des enfants, vous allez vous rendre compte qu'il y a des disparités. Je crois que je passe le contrôle d'un enseignant. Il y a eu il y a eu une clameur selon laquelle, entrant en 6e, il fallait avoir 12 de moyens. Ici, il fallait avoir 9 de moyens. Donc, il y a eu tout cela. Donc, restons dans ce contexte. Et puis, nous pensons quand même que ce phénomène de l'eau qui a été combattu jusqu'à la dernière énergie, aujourd'hui, s'il réapparaît, c'est juste peut-être parce qu'il y a eu la Covid et puis il y a eu relâchement quelque part. Voilà. Oui, Et vous? Oui, c'est Jeanlin. Ça part d'où? Pourquoi c'est revenu? Ça refait surface. Non, il faut dire que ça, c'est un vieux sujet. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais on a quand même... on a passé près de 10 ans sans qu'on ne parle plus de ce phénomène. Bon, peut-être que cette fois-ci, c'est allé un peu plus loin. Mais je dis, c'est un phénomène qui existe. Il y a toujours l'eau. Et il faut dire que ces jalins, les responsables de cette histoire doivent être identifiés et sanctionnés. Oui. Parce qu'on sait d'où ça part. C'est-à-dire que si ce n'est pas du ministère de l'enseignement, ça doit partir certainement du secrétariat. Je pense qu'on doit faire des enquêtes là-dessus et sanctionner les responsables de cette histoire. Donc vous mettez de côté l'office du baccalauréat? L'office du baccalauréat aussi, qui doit être vraiment... En tout cas, on doit vérifier cette histoire pour savoir exactement d'où part cette eau et sanctionner les responsables. Je pense que c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, au Cameroun, on sait que c'est difficile la sanction. On fait des enquêtes qui n'arrivent jamais, des choses un peu bizarres comme ça. Et c'est pour ça que le phénomène persiste. Je pense que si on avait identifié dès le départ les responsables de ce genre d'actes, on ne serait plus là à parler de la même chose. Ok. Je commence par vous, le prochain jour. Vous avez vu le drame de samedi dernier, le conduit, comment comprendre. Vous avez suivi les parents de la jeune demoiselle. Il y a même la tante qui semble maîtrisée. Hein. Je suis doublement peiné par la disparition de cette jeune fille, tout comme je suis aussi peiné par la situation dans laquelle se trouve ce jeune administrateur civil, parce qu'on le veut ou pas, il s'agit quand même d'un jeune. Au moment où nous pensons que la jeunesse peut faire un certain nombre de choses, on se retrouve dans un drame comme celui-là. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce drame-là. On ne peut y aller qu'avec des supputations, mais il n'y a qu'une enquête vraiment approfondie, impartiale, une enquête menée de façon objective qui pourra dire exactement ce qui s'est réellement passé. Parce que vous vous rendez compte, il y a d'abord une première version des faits, selon laquelle l'administrateur civil était en train de nettoyer son arme. Quelque temps après, cette version disparaît. Il y a une autre version qui laisse susurrer qu'il y aurait eu une brouille entre les deux tourtereaux. Jusqu'à présent, on n'en sait pas beaucoup. Je crois que peut-être que votre collègue Abena du côté de Kribi pourra faire comme Equinox a l'habitude de faire, de nous
ressortir le scoop autour de cette affaire. Mais pour le moment, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est d'être consterné par ce qui se passe dans ce moment. L'Union Fogap, tour de sang la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Saint-Jalin, il faut dire que le pays devient compliqué depuis un certain temps. Le pays devient compliqué? Très compliqué. Vous vous souvenez de cette affaire d'un jeune homme qui a été assassiné, ou du moins tué à bout portant à Bafoussam par une gendarmette. Pas plus tard que le mois passé, on a eu encore un cas similaire. Et donc, on est dans ça. Il y a les gendarmes aussi. Les gendarmes aussi, pour une affaire de 100 francs qui a été molestée à mort. Donc, je ne sais pas ce qui arrive au pays, Saint-Jalin. Qui sait? Moi, je sais. Je ne sais pas. Peut-être c'est Emmanuel Kounié qui pourra nous dire davantage. Mais moi, je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, Saint-Jalin. Et moi, vous savez ce qui se passe? Non, mais quand une société n'est pas perd complètement dans la morale, quand vous êtes dans un système où rien n'est plus à sa place, on assiste à des phénomènes comme ça. Tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver. Et puis, bon, il y a la dépravation. Tout est dépravé. Hein, rien n'est à sa place. Et puis, j'ai suivi André Luther-Meka tout à l'heure parler de la maîtrise de Covid-19. Même le Covid-19 n'est pas maîtrisé. Ne peut pas être maîtrisé. Vous ne pouvez pas faire un test, 500 000 tests et avoir 16 000. Il fallait faire des tests sur au moins 2 millions pour nous dire combien. Donc, à l'heure actuelle, tout ce que nous disons, ce sont des supputations. Je dis que la société camerounaise est dans une phase de mutation profonde vers le mal. Il y a trop de tueries. Et puis, il semble que le diable est en train de rôder au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il rôde. Dieu merci, on ne peut pas comprendre qu'un gars prenne une latte et qu'il frappe sur la tête de quelqu'un à bout portant. Pour 100 francs. Pour 100 francs. Donc ça, c'est absolument inadmissible. On ne peut pas comprendre qu'un sous-préfet qui a une carrière puisse prendre une arme, il est en train de manipuler son arme. D'accord, la parente de la fille a dit que quand on manipule une arme, on prend quand même quelques précautions. Et puis, ces jeunes-là, qu'on appelle les sous-préfets, qu'on les envoie partout, on les met devant la population, on dit population, voici votre sous-préfet, il met un chapeau de cow-boy, il marche devant les gens comme... Et dès que tout le monde s'en va, il commence à changer les successeurs dans les familles, ils prennent les terrains des gens et ils disposent. Donc tout ça, c'est l'excès de pouvoir. Et puis, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un peu de morale, et que ces gens-là comprennent que quand on les met là, parce qu'ils sont des administrateurs, et on les appelle chefs de terre, ça veut dire que c'est des hommes à tout faire. Ils font tout. C'est-à-dire quand il y a un problème, quel que soit le problème, ils représentent le chef d'État et tous les ministres. Alors ce genre de personnes, et puis même s'il pose des actes, le jour où on l'affecte, il s'en va, il ne reviendra plus là-bas. Parce que il est arrivé, personne ne sait d'où il sort. Il y a une seule personne qui sait où il a pris, il l'a envoyé là-bas. Il va faire toutes les gaffes. Le jour où on l'affecte, vous ne le reverrez plus. Alors que c'est pour ça que nous avons pensé qu'au MRC et même, enfin, j'étais au SDF à l'époque, nous avons pensé que les postes de sous-préfet ne devraient pas exister avec les maires parce que c'est le double emploi. C'est le double emploi. Le maire doit pouvoir faire tout ce que les sous-préfets font. Au Nigeria, il n'y a pas de sous-préfet. En Afrique du Sud, il n'y a pas de sous-préfet. Donc, toutes ces superpositions de pouvoir qui s'interposent et où on prend des jeunes pour pouvoir avoir de telles responsabilités. Bien sûr, on dit qu'il faut donner le pouvoir aux jeunes, mais il faut faire très attention parce que c'est un peu trop de pouvoir. Quand le chef de terre, il représente le chef d'État et tous les ministres, il est dans tous les domaines. Et quand il y a un domaine même qui n'est pas prévu, c'est lui qui intervient. Alors, c'est quand même pas possible. Et quand ça donne une situation comme celle-là, on dit qu'on est en train de mener une enquête, on ne sait pas où il est. On dit qu'il a la gendarmerie. Si vous fuyez la gendarmerie, vous risquez de ne pas le trouver. Peut-être qu'il est déjà ailleurs. Et puisque c'est l'autorité. Donc moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait que nous, on essaie de remoraliser la société. Et puis qu'on comprenne que ceux qui nous gouvernent, parce que le chef est garant de la morale publique. Hein. Si d'en haut, ceux qui nous gouvernent sont immoraux, amoureux, je ne sais plus comment dire, il faut comprendre que la morale, c'est-à-dire que c'est le chef qui imprime la morale publique. Et quand ça se dégrade en haut, ça se verse sur le peuple. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va donc terminer par le sociologue André Luther-Meka. Comment comprendre donc, on va prendre quelques cas. La semaine dernière à Phoenix, les Camerounais il y a une montée de violence indescriptible. Oui. Comment comprendre tout ça? Ce sont les quotidiennités de la vie. Hein. Vous savez, chaque fois que vous êtes enclin à une pression dans une société capitaliste, il faut vivre au jour le jour. Effectivement, vous êtes sur le poids, n'est-ce pas, de la difficulté, de la pression, de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire, n'est-ce pas, ses besoins
vitaux. Donc automatiquement, vous êtes sous le coup de la violence et des frustrations. Donc cela peut se comprendre. Mais également, moi je serais un peu philosophe, hein, comme disaient les stoïciens, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Disons que la mort ne dépend pas de nous. Et pour le reste, je reste réservé parce que nul ne peut dire ce qui s'est passé ce jour-là dans cette chambre. On attend les enquêtes. Okay. Merci André Duterre-Meka d'être venu une fois de plus. J'espère que je vais renouer finalement avec ce plateau. Non, vous savez comment ça se passe chez vous. Okay. Merci Léopold. Le plaisir était pour moi, c'est Jalon. Voilà. Linus, bonsoir et bienvenue. Hein. Le bienvenu sur le plateau, c'était votre première? Tout à fait. Voilà. Et je vous dis que je suis parti de Tchang hier et les gens se plaignent là-bas parce que vous ne dites jamais bonsoir à la ville de Tchang. Je tenais à vous le dire en direct. Emmanuel Kougné, oui. Merci. Oh, merci, c'est un merci qui vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur des questions d'actualité aussi pointues. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, ce deuxième numéro de la semaine et qu'il en soit. Bonsoir. Ciao.